Il y a eu, la semaine dernière, un vote dans une commission parlementaire de l'Assemblée nationale où ils ont voté en faveur d'un amendement pour faire un moratoire, c'est-à-dire en fait un arrêt complet de tous les projets d'énergie renouvelable dès qu'ils utilisent du vent, éolienne en mer, éolienne à terre, et aussi des panneaux solaires photovoltaïques qui sont ces panneaux bleus qu'on voit de plus en plus et qui servent à produire de l'électricité. Alors il y a eu ce vote en France et tout de suite après ça, il a commencé à avoir des articles dans la presse européenne, dans la presse espagnole, dans la presse allemande. Et moi j'ai eu des collègues qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de bord de députés européens. Aujourd'hui on est en juin, je vais vous parler d'une actualité française assez brûlante sur les enjeux d'énergie renouvelable dont on a en fait beaucoup parlé ici au Parlement européen. Et après, pour la première fois, je vais répondre aux questions que vous avez bien voulu me poser en passant par Instagram ou par les commentaires sur mon compte YouTube. D'abord, commençons par l'actualité récente. Durant ce mois de juin, il y a beaucoup de débats à l'Assemblée nationale en France sur les politiques énergétiques. Et il y a eu, la semaine dernière, un vote en faveur d'un amendement pour faire un moratoire, c'est-à-dire en fait un arrêt complet de tous les projets d'énergie renouvelable dès qu'ils utilisent du vent, éolienne en mer, éolienne à terre, et aussi des panneaux solaires photovoltaïques qui sont ces panneaux bleus qu'on voit de plus en plus et qui servent à produire de l'électricité. Alors il y a eu ce vote en France et tout de suite après ça, il a commencé à avoir des articles dans la presse européenne, dans la presse espagnole, dans la presse allemande. Et moi j'ai eu des collègues qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France? Ce qui s'est passé en France, fondamentalement, c'est que depuis des années, il y a une campagne organisée de désinformation sur les énergies renouvelables. Des tas d'acteurs qui sont payés pour nous dire que les éoliennes c'est mal, les panneaux solaires c'est mal, etc., etc. Ça, c'est des choses que vous voyez notamment dans la presse d'extrême droite contrôlée par Vincent Bolloré, qui, comme quasiment tout le monde au sein de l'extrême droite, n'aime pas les énergies renouvelables, puisque les énergies renouvelables sont un facteur de protection de l'environnement, mais ils sont aussi un facteur pour nous de souveraineté et de ne plus dépendre des pétrodictatures qui sont admirées, notamment dans le cas de la pétrodictature russe, par une grande partie de l'extrême droite française comme européenne. Et donc c'est ça en fait la lame de fond. Hein. Et cette campagne, l'extrême droite elle est très réceptive. Vous pouvez peut-être vous souvenir du fait que dans le programme de Marine Le Pen pour les élections présidentielles, elle avait mis dans son programme l'idée de démonter les éoliennes qui avaient été déjà installées. Donc c'est vous dire le niveau d'irrationalité économique de ce type de proposition. Mais ces propositions, elles infusent, et pas simplement dans l'extrême droite, mais aussi de plus en plus dans la droite française. Et c'est donc un député français de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui par ailleurs est un élu de Normandie comme moi, qui a proposé un amendement pour mettre en place un moratoire, donc vraiment une interdiction, sur tous les projets d'éolien en mer, d'éolien à terre, et de panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est clairement une victoire idéologique pour l'extrême droite, c'est-à-dire que l'extrême droite a réussi à convaincre la droite française, la droite républicaine, ceux qui sont censés être les héritiers de Jacques Chirac, que les énergies renouvelables étaient quelque chose qu'il fallait arrêter. Alors pourquoi est-ce que cette proposition est absurde? Cette proposition, elle est absurde pour 4 raisons. Pour des raisons de protection de l'environnement, pour une raison économique, pour une raison de pouvoir d'achat et pour une raison industrielle. D'abord, commençons pour l'enjeu de la protection de l'environnement. Pour protéger l'environnement, il faut faire plein de trucs. Mais un des trucs qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on soit capable de produire de l'électricité décarbonée en France. Déjà, pour continuer à décarboner notre mix électrique, nous, en France, on a de la chance d'avoir, grâce au choix qu'ont fait nos anciens, un parc nucléaire historique qui produit de grandes quantités d'électricité pas chère et décarbonée. Mais ce nucléaire-là, il produit grosso modo 2/3 de notre électricité. Le reste doit bien être produit par autre chose. On a des énergies renouvelables qui sont très pilotables, c'est par exemple le cas de l'hydraulique de montagne, mais c'est pas suffisant, on a aussi besoin d'éoliennes, on a aussi besoin de panneaux solaires. Et globalement, dès que vous installez un panneau solaire supplémentaire, dès que vous connectez une nouvelle éolienne au réseau électrique français, vous avez plus d'électrons décarbonés, et donc ça permet de moins utiliser les centrales à gaz et les centrales à charbon qui continuent d'être utilisées en France. Ces centrales-là, notamment pour les centrales à gaz, ne ferment pas, mais c'est juste qu'elles vont tourner moins souvent et donc elles vont brûler moins de gaz et donc émettre
moins de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est vrai pour les énergies renouvelables, c'est aussi vrai pour le nucléaire. Mais la grande différence, c'est que les énergies renouvelables, on peut les déployer très vite. Entre le moment où vous décidez d'installer un panneau solaire sur le toit de votre maison et le moment où le panneau solaire est installé, il peut se passer que quelques mois quand les projets sont les plus rapides. Et pour les projets d'éolien, ça prend plus ou moins de temps, mais on est en quelques années. Là où on sait que pour le nouveau nucléaire, qu'on est en train de relancer en France et c'est une bonne chose, pour le nouveau nucléaire, on est forcément sur des durées de temps qui sont plutôt de l'ordre de 12 ans, 15 ans, avec des incertitudes. Et nous, en Normandie, on connaît bien le fait que parfois les nouveaux réacteurs nucléaires prennent du retard, puisqu'on a eu l'expérience de Flamanville, qui est assez marquante là-dessus. Donc évidemment, on souhaite que les nouveaux réacteurs puissent arriver avec moins de retard que Flamanville, mais il faut être réaliste. Il n'y aura pas de nouveaux réacteurs nucléaires en France qui sera opérationnel avant 2035-2037 pour être très optimiste. Donc on a besoin d'énergie renouvelable. Tous les chercheurs spécialistes de l'énergie le savent, et même beaucoup de gens qui défendent le nucléaire, et c'est le cas de l'entreprise française EDF, Électricité de France, défendent le nucléaire et le renouvelable. Là, on a sur les 6 premiers parcs d'éolien en mer français, il y en a 3 qui sont faits par EDF. Et moi, pour échanger régulièrement avec les ingénieurs qui travaillent chez EDF, notamment sur la prospective, quand ils cherchent à comprendre quel peut être l'avenir de l'entreprise, les énergies renouvelables sont évidemment centrales dans l'avenir du secteur électrique européen comme français. Donc vraiment s'opposer par idéologie à tous les projets éoliens et de solaire photovoltaïque, c'est vraiment absurde en termes de protection de l'environnement. Ensuite, d'un point de vue économique. D'un point de vue économique, cet amendement, il allait hyper loin, puisqu'il voulait même interdire la mise en place de projets qui étaient déjà en cours de construction. C'est un petit peu la même absurdité économique de ce que proposait Marine Le Pen, de dire on a des éoliennes qui ont déjà été construites, mais on va dépenser de l'argent pour déconstruire des éoliennes alors qu'elles produisent de l'électricité. Ça vraiment c'est un non-sens économique. Et c'est d'ailleurs assez intéressant que les opposants aux énergies renouvelables, d'un côté ils nous disent les énergies renouvelables sont chères, et de l'autre côté ils nous disent faut interdire les projets renouvelables. Mais en fait on a envie de dire s'il y a des projets renouvelables qui émergent, c'est qu'a priori ils sont économiquement rentables. Alors parfois, il y en a certains qui sont soutenus, notamment pour des gros projets d'éolien terrestre. Mais il y a plein de projets, par exemple, d'installation de panneaux solaires sur des bâtiments agricoles, qui sont portés notamment par nos éleveurs, et qui n'ont même pas besoin d'aide, puisque c'est économiquement rentable d'installer des panneaux solaires dans beaucoup de zones de France. Et donc si vous avez un bâtiment agricole, si vous êtes agriculteur, que vous avez un bâtiment agricole qui est bien orienté en termes d'exposition solaire, c'est très probable que la production d'électricité solaire soit directement rentable et que vous puissiez d'ailleurs utiliser cette électricité pour faire tourner par exemple les machines de traite pour les vaches et autres objets dont on a besoin pour produire de la nourriture et qui consomment de l'électricité. Donc vraiment cet amendement il allait jusqu'à empêcher des agriculteurs français d'installer des panneaux solaires sur leurs fermes sans aide, alors, simplement parce qu'ils le font parce qu'ils savent que c'est économiquement rentable. Donc on était vraiment sur un amendement de non-sens économique qui dit, là encore, beaucoup du fanatisme qui vient de l'extrême droite, mais qui malheureusement s'est diffusé dans une partie de la droite française. La troisième raison pour laquelle c'est absurde, c'est la raison de pouvoir d'achat. On le sait par les travaux de l'Agence internationale de l'énergie, c'est une agence qui est basée en France, et qui dépend de l'OCDE, qui est cette organisation de coopération entre les grands pays du monde développés. Et l'OCDE, comme l'Agence internationale de l'énergie, c'est vraiment des chercheurs indépendants qui font des études qui sont publiques. Il y a une étude qu'ils ont fait où ils ont montré notamment que l'installation de nouvelles éoliennes, de nouveaux panneaux solaires, ça avait limité la hausse des prix de l'électricité qu'on a connue dans la période 2021-2023. Donc l'étude, elle a vraiment que su cette période-là. Je crois que l'étude est sortie en 2023 ou 2024, je ne sais plus quand exactement. Je sais que j'étais encore chercheur quand je l'ai lu. Et l'estimation qu'ils ont faite, c'est que grâce aux nouvelles éoliennes, aux nouveaux panneaux solaires qui ont été installés depuis 2021, la facture d'électricité de tous les Européens a été réduite de 100 milliards d'euros. Autrement dit, si jamais on avait eu la mauvaise idée d'installer un moratoire sur les énergies renouvelables en 2021, il y aurait eu une hausse des prix de l'électricité provoquée par Vladimir Poutine qui baisse ses livraisons de gaz, ce qu'on a connu en 2021. Mais cette hausse des prix de l'électricité, elle aurait été encore plus grande puisqu'on aurait eu moins d'éoliennes, moins de panneaux solaires
pour produire de l'électricité. Et donc sur un marché, si l'offre baisse, le prix augmente. Et donc du coup, vouloir interdire les projets de panneaux solaires et d'éoliennes, c'est vouloir baisser l'offre d'électricité. Et donc, c'est provoquer une hausse des prix de l'électricité, ce qui est évidemment une catastrophe pour le pouvoir d'achat des Français. Et le quatrième volet qui fait que c'est absurde, c'est vraiment une question industrielle. En France, on a pris énormément de retard sur les énergies renouvelables. Là-dessus, il faut être très clair, on a pris énormément de retard parce que c'était un choix des différents gouvernements qui sont au pouvoir depuis une vingtaine d'années et qui font, à quelques exceptions près, des beaux discours sur l'écologie qui ne sont pas suivis d'actes. Par exemple, sur l'éolien en mer, la France, aujourd'hui, a des objectifs d'éolien en mer à l'horizon 2030 qui sont plus petits que la Pologne. La Pologne qui n'est pas un pays du fanatisme écologique. C'est juste que les Polonais sont des gens de bon sens, qu'ils ont compris que l'éolien en mer, c'est une source d'énergie qui est peu chère, et du coup, ils ont des objectifs là-dessus. Et donc, en valeur absolue, la Pologne a plus d'objectifs d'éolien en mer que la France au moment où on se parle. Ce qui est d'autant plus étrange que la Pologne n'est pas un grand pays maritime, contrairement à la France. Donc la Pologne a des projets d'éolien sur une toute petite façade littorale, là où nous, en France, on a la chance d'avoir une exposition et une façade maritime extrêmement importante, c'est des milliers de kilomètres du territoire français qui donnent sur la mer, et en plus, on a la chance d'avoir des régimes de vent qui sont différents. Ce qui fait qu'installer des éoliennes en mer en France, c'est encore plus intelligent qu'ailleurs, puisque on est quasiment sûr qu'il y a forcément un endroit en France où il y a du vent qui va souffler. Tout ça, c'est important pour notre industrie. Clairement, sur les panneaux solaires, à cause de très mauvais choix politiques qui ont été faits, on a très largement perdu la partie. Il faut réinvestir dans la production de panneaux solaires en Europe pour qu'on puisse regagner un petit bout de notre souveraineté sur ce sujet-là. Mais s'il y a un secteur où on est vraiment souverain en Europe et où on est très bon en France, c'est sur l'éolien. Y compris sur l'éolien en mer, qui est visé par cet amendement proposé par un député de droite, les Républicains. Donc concrètement, son amendement, s'il devenait la loi, qu'est-ce qui se passerait ? On aurait des centaines, des milliers d'ouvriers français, d'ingénieurs français qui seraient au chômage. Des gens qui aujourd'hui bossent à Cherbourg. Des gens qui vont reprendre le travail au Havre lorsque l'usine Siemens Gamesa aura été étendue. Des gens que j'ai rencontrés et qui travaillent dans les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, qui fabriquent les sous-stations électriques dont on a besoin pour connecter les éoliennes en mer à terre, ou des gens qui travaillent toujours à Saint-Nazaire dans la construction de nacelles d'éoliennes, qui est donc un des composants extrêmement importants de l'éolienne. Donc vraiment, vous voyez là qu'on est sur quelque chose de complètement absurde. C'est-à-dire que si cet amendement devenait la loi, il aurait fallu licencier des milliers d'ouvriers, d'ingénieurs français qui aujourd'hui bossent dans nos usines, qui contribuent à la richesse du pays et qui fabriquent des pales d'éoliennes, des nacelles d'éoliennes, tous ces composants dont on a besoin pour retrouver notre souveraineté énergétique qu'on a perdue depuis plus d'un siècle. Alors voilà, moi je vous explique ça de manière, j'essaye d'être très calme, de vous expliquer comme ça, comme si j'étais encore juste un chercheur, mais peut-être pour vous dire aussi, moi, ma colère en fait, de voir ce niveau d'idiotie, ce niveau de bêtise et d'irresponsabilité. Que le Rassemblement national fasse ça, si vous voulez, je n'attends rien d'autre des suppôts de Poutine qu'il fasse preuve de fanatisme et de capacité à trahir l'intérêt supérieur de la nation. Ça fait partie de leur ADN politique, les héritiers du maréchal Pétain sont ce qu'ils sont. Mais je suis vraiment déçu du fait que ça vienne d'un député de Les Républicains. Parce que je connais plein de gens qui sont des sympathisants des Républicains. J'en ai même dans ma famille, j'en ai même chez mes amis, chez mes anciens frères d'armes de l'armée. Et je sais qu'ils ne sont pas représentés par ce type de discours fanatique-là. Que les gens qui sont sincèrement de droite veulent, comme moi, produire de l'énergie en France, et que dès qu'on commence à réfléchir à comment est-ce qu'on produit plus d'énergie en France, on sait que les éoliennes et les panneaux solaires sont utiles. Alors on peut avoir des débats sur les éoliennes terrestres, effectivement une partie des gens y sont opposés, mais il y a quand même une majorité des Français qui demandent l'installation d'éoliennes, y compris d'éoliennes terrestres. Et sur l'éolien en mer, c'est, je le croyais, un objet de consensus. Et là, on constate que c'est pas le cas. Alors peut-être pour finir avec cette affaire, avec deux petites bonnes nouvelles. La première, c'est que a priori cet amendement, ça va pas devenir la loi. Il y a quand même suffisamment de gens qui ont réussi à connecter de neurones à l'Assemblée nationale comme au Sénat pour pouvoir effacer cet amendement-là, et donc du coup le pire sera évité.
mais ça envoie quand même un très mauvais signal au monde économique, bien évidemment, mais même plus généralement aux Français, quoi. Envoyer un signal qui va tellement à l'encontre de la demande d'action pour la protection de l'environnement, pour le pouvoir d'achat, pour la souveraineté industrielle de la France, c'est malheureusement un exemple d'une partie de la classe politique française qui est vraiment qui a choisi de faire un divorce avec la réalité et vraiment avec le bon sens. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même que ce dont je vous ai parlé, c'est un amendement qui est passé à l'Assemblée nationale, mais en l'état actuel des choses, ça ne devrait pas devenir une loi. Deuxième bonne nouvelle, c'est aussi que c'est vraiment un truc franco-français. Jamais de la vie, on aurait eu quelqu'un de la droite européenne qui aurait proposé ça. Et quand même il y aurait eu une personne complètement isolée au sein de la droite pro-européenne qui aurait proposé ça, cet amendement ne serait pas passé. Et donc de ce point de vue-là, moi je peux vous donner des tas de noms de gens de droite, la droite slovaque, la droite irlandaise, la droite portugaise, la droite estonienne, la droite finlandaise, qui ont tout à fait compris que ça sert à rien de se comporter comme Donald Trump et de surpolitiser absolument tout et n'importe quoi, y compris les éoliennes et les panneaux solaires. Et donc, de ce point de vue-là, heureusement qu'il y a une droite européenne qui est restée rationnelle et pragmatique, ce qui fait que ce débat franco-français, heureusement, on ne l'a pas au Parlement européen, puisque même si l'extrême droite européenne propose des idées aussi idiotes que ça, il n'y a jamais de majorité pour soutenir ces idées qui sont économiquement et écologiquement et industriellement et socialement absurdes. Je vous ai demandé de m'envoyer des questions et il y a du coup pas mal de questions que j'ai reçues. Je vais juste avoir le temps d'en prendre deux aujourd'hui. Et la première, je vais la lire, je l'ai imprimée ici. C'est une question de Adam qui me demande comment faire de l'écologie un levier social en Europe en évitant d'aggraver les inégalités. Et cette question-là, merci Adam de la poser, c'est une question qui est hyper importante. C'est la question de comment est-ce qu'on conjugue l'impératif écologique d'action pour l'environnement avec l'enjeu de justice sociale. Et la première chose qu'il faut qu'on dise, c'est que, en fait, il y a plusieurs manières de faire une transformation écologique de la société. Il y en a plusieurs. Et il y a des manières de faire des transformations écologiques de la société qui aggravent les injustices. Et d'ailleurs, souvent, si on ne s'intéresse pas aux injustices sociales, vu qu'on vit dans une société injuste, eh ben, on a tendance à faire des choix qui perpétuent, voire qui aggravent les injustices sociales dans la société. Donc ça, c'est effectivement une option. Et un des éléments de désaccord que j'ai souvent avec la droite européenne ici au Parlement européen, c'est sur ça. Il y a plein de gens, par exemple, de la droite allemande qui veulent vraiment agir pour l'environnement, et on travaille bien ensemble. Et quand ils arrivent sur des détails, je leur dis « Ah, mais votre manière d'avancer sur l'écologie là est injuste socialement. Que pensez-vous de telle autre manière qui permet toujours d'avancer ?» mais qui est beaucoup plus juste socialement, qui n'aggrave pas les inégalités, voire même, pourquoi pas, tant qu'à faire, réduit les inégalités. Donc il y a vraiment plein de manières de faire la transition écologique. Qu'est-ce que moi je porte en tant que député européen? Qu'est-ce que nous portons, à la fois avec le parti Place Publique en France, mais aussi avec les sociodémocrates européens? Nous portons un projet de transformation écologique qui soit socialement juste. Alors comment est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est assez simple. On va faire en sorte de demander plus à ceux qui peuvent le plus. Donc on va réduire les inégalités, par exemple, en augmentant les impôts sur la pollution des riches. La pollution des riches, c'est quoi? C'est l'utilisation des jets privés, par exemple. C'est des gens qui vont dépenser 2000, 3000 euros pour faire un aller-retour Paris-New York et qui vont payer 0 centime de TVA sur leur billet d'avion. C'est la situation légale actuelle. Donc nous, c'est ce qu'on veut arrêter. Prends un exemple très simple. Si vous prenez un billet de train pour aller de Caen à Rouen, vous payez 20% de TVA. Quand vous achetez une baguette de pain chez votre boulanger, vous payez 5,5% de TVA. Donc quand vous faites des choses aussi banales que prendre un TER ou acheter une baguette de pain, vous payez quelques centimes, quelques euros d'impôt de TVA. Si vous prenez un billet d'avion Paris-New York en première classe, vous payez 0 centime de TVA, puisqu'il y a un accord international qui s'appelle l'accord de Chicago qui date de la Seconde Guerre mondiale, qui dit qu'il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de TVA sur les billets d'avion. Donc une première manière de faire une transformation écologique qui soit socialement juste, c'est de régler ces injustices-là. Déjà, en soi, c'est une injustice. Je veux dire, le fait que les gens qui bossent payent plus d'impôts quand ils achètent du pain que les gens qui prennent l'avion pour faire Paris-New York, déjà, en soi, c'est injuste. Donc, en mettant une vraie TVA sur les billets d'avion, une TVA à 20%, puisque c'est pas un bien de première nécessité que de prendre l'avion pour aller à New York, en mettant une vraie TVA à 20%, déjà,
on résorbe les inégalités, on permet de générer du revenu dont notre État a bien besoin pour financer les services publics, et en plus de ça, en augmentant le prix de l'aviation, ça incite les gens à l'utiliser moins. Alors après, les gens très riches, ils continueront à payer, hein, bien évidemment, mais s'ils peuvent faire 5 allers-retours Paris-New York dans l'année, c'est mieux que 6, même si non, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, je tiens à le dire pour être complet là-dessus, nous on se limite pas du tout à l'idée de juste augmenter la TVA, il faut aussi augmenter les impôts sur le kérosène, qui est le carburant qui est utilisé par les avions, et il faut aussi avoir des mesures réglementaires pour dire qu'il y a certaines liaisons en avion qui sont interdites, et donc typiquement, et c'est ce que demandait la Convention citoyenne pour le climat, interdire les liaisons qui ont lieu lorsqu'on peut faire la même distance, comme la même connexion, en train, pendant un délai inférieur à 4 heures. Ça a été une demande de la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron a beaucoup magouillé pour vider la mesure de cette substance. Si vous voulez, je pourrais revenir dans une prochaine vidéo sur comment ça a été fait, mais il me faudrait 4-5 minutes pour rentrer dans le détail. Mais c'est un vrai exemple d'enfumage démocratique, parce que c'était issu d'une convention citoyenne, mais aussi d'enfumage écologique, puisque la mesure qui avait un impact significatif a été vraiment vidée de sa substance et n'a quasiment aucun effet aujourd'hui. Donc, vous voyez la première manière de faire une transition écologique qui soit socialement juste, c'est de mettre la pression sur les comportements des plus riches qui polluent le plus. Puisque plus on est riche, plus on pollue. C'est malheureusement le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et la deuxième manière, complémentaire bien évidemment, de faire une transformation écologique qui soit socialement juste, c'est de dire mais comment est-ce qu'on peut en même temps résorber les inégalités, réduire les inégalités sociales, tout en favorisant la protection de l'environnement. Alors je pourrais vous parler à nouveau du leasing social qui permet de rendre accessible aux classes populaires, aux classes moyennes des milieux ruraux et périurbains la petite voiture électrique. C'est une des mesures pour lesquelles je me bats énormément ici au Parlement européen. On va faire bientôt une vidéo dédiée à ça, et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu là-dessus. Je vais juste vous donner un exemple plus simple que j'ai pas encore cité aujourd'hui en public. C'est tout simplement la rénovation des bâtiments, et notamment des bâtiments publics et des logements sociaux. Pour les logements sociaux, c'est assez simple, hein. Si vous rénovez des HLM, il y a une réduction de la facture énergétique. Et donc, permettre aux organismes HLM d'avoir accès à des prêts à faible taux d'intérêt pour pouvoir faire de la rénovation, c'est une vraie action écologique, ça permet une réduction de la consommation énergétique de ces bâtiments. Et par ailleurs, ça permet aussi une réduction de la facture énergétique qui est payée par les locataires de ce bâtiment. Et donc, par la même mesure, on a à la fois une réduction des inégalités, parce qu'on donne plus de pouvoir d'achat aux gens qui vivent dans l'habitat social, et en même temps, c'est une vraie action écologique, puisque la rénovation des bâtiments, c'est un des grands chantiers dont on a besoin pour être capable de mieux protéger notre environnement, dont nous, êtres humains, nous dépendons. Et il y a aussi le thème de la rénovation des écoles qui me tient à cœur, et qui va, je l'espère, être un sujet important pour les élections municipales qui auront lieu en mars 2026. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien avec la justice sociale? Parce que aujourd'hui, les écoles qui sont dans le moins bon état, les écoles dans lesquelles les enfants sont obligés d'avoir un manteau en hiver parce que l'école est mal isolée, le chauffage n'est pas assez fort, sont les écoles où vont les enfants les plus pauvres. Et moi, du coup, je l'ai vécu quand j'étais encore candidat, il y a un peu plus d'1 an. Un de mes tout premiers actes de candidat, ça a été de retourner à l'école maternelle où j'ai été, qui est l'école Léopold Sédar Senghor dans le quartier de la Pierrosée à Caen, qui est un quartier où il y a plus de 50% de taux de pauvreté. Et c'est là où j'ai grandi au tout début de ma vie. Et à la Pierrosée, donc là où il y a cette école, il y a un petit parc, et d'un côté il y a une école maternelle, et en face il y a une école élémentaire. Et en discutant avec les parents d'élèves, l'école maternelle, en termes d'isolation, ça va. L'école élémentaire, par contre, ça va pas du tout. Et la parent d'élève, la mère de famille avec qui j'ai pu échanger, m'expliquait justement que ces enfants devaient garder leur manteau à l'intérieur des salles de cours en hiver quand il faisait trop froid. Et on va pas se mentir, c'est pas des gosses de riches qui vivent à la Pierrosée. Donc ça, on le sait dans la réalité de Caen, et on le sait aussi plus généralement, c'est dans les villes les plus riches et dans les quartiers les plus riches qu'il y a le plus d'argent qui est mis pour assurer une éducation de qualité, y compris un bâtiment éducatif de qualité. Donc ça, c'est un autre exemple très concret par lequel, en faisant une politique publique bien pensée, on a un vrai progrès écologique, tout en ayant une vraie justice sociale, parce qu'on améliore les conditions dans lesquelles
les enfants des classes populaires et des classes moyennes peuvent tout simplement apprendre. C'est important immédiatement pour eux, c'est vraiment la moindre des choses qu'on doit à nos enfants, mais c'est aussi important parce que être dans des bonnes conditions matérielles, ça favorise tout simplement le bon apprentissage et du coup faire en sorte que la République puisse tenir sa promesse d'égalité et de fraternité, sa promesse que chaque fils et fille de la République ait accès à une éducation de qualité. Ça passe bien évidemment par 1000 autres choses qu'un bâtiment bien rénové, mais ça passe aussi par des écoles rénovées. Et on va finir cette vidéo avec une dernière question qui était posée par Mathis. Donc je vais lire la question. Comment ça se passe au Parlement pour avoir des députés qui viennent soutenir votre projet? Super question, merci Mathis de la poser. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous Français de comprendre comment fonctionne le Parlement européen parce qu'on n'a pas un système politique qui fonctionne comme ça, nous. On est assez unique en France avec un système où la politique est très brutale, de ce point de vue-là, l'américaine, très prise de posture idéologique, etc., etc. La plupart des démocraties européennes ne fonctionnent pas comme ça, que ce soit au Portugal, en Belgique, en Allemagne, en Irlande, au Danemark, en Suède, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne en fait plutôt d'une manière qui est proche de la manière dont fonctionne le Parlement européen. Alors pourquoi est-ce qu'on est comme ça au Parlement européen? Il y a plusieurs raisons. La première déjà, c'est qu'on est élu par un scrutin proportionnel. Et donc du coup, on peut chacune, faire campagne sur les idées qu'on défend vraiment parce qu'on y croit, sans avoir besoin de faire des compromis avant l'élection. Donc on ne fait pas de compromis vraiment avant l'élection. Avant l'élection, on défend nos idées et les citoyens nous donnent plus ou moins de pouvoir selon le nombre de gens qui vont voter pour nous. Et après les élections, par contre, là on a besoin de trouver des compromis. On a besoin de trouver des compromis parce que même la droite européenne, qui est la première famille politique européenne, ils ont que 190 députés européens sur 720. Donc même ceux qui sont arrivés en premier, ils ont une toute petite minorité du Parlement. Et ils savent qu'ils doivent trouver des accords avec au moins 2, voire 3 autres groupes. Et donc il faut trouver des accords, en termes d'orientation politique, entre 3 groupes, souvent 4, parfois 5. Et donc déjà, ça nous met dans une logique où on va chercher à échanger avec les autres. Et avec des gens qui n'ont pas les mêmes visions politiques que nous. Parce que, moi je suis de gauche, j'ai pas la même vision politique qu'un centriste ou quelqu'un issu de la droite républicaine. Mais pour autant, on est tout à fait capable de se comprendre et d'essayer de trouver des accords. Donc ça, c'est vraiment la culture qui existe ici au Parlement européen. En plus de ça, il y a aussi pas simplement une diversité politique, mais une diversité nationale. Moi, je suis français, mais je travaille avec des Espagnols, avec des Slovaques, avec des Irlandais, avec des Suédois, avec des Polonais. Et évidemment, on a des histoires différentes. Alors parfois, sur certains sujets, c'est pas hyper important, mais sur certains, comme la question du nucléaire par exemple, ça l'est. Mais aussi, sur d'autres sujets comme quelle vision on a de la Russie, on n'a pas le même niveau de peur de la Russie lorsqu'on vit en Estonie et que la grand-mère elle a été envoyée au goulag, que lorsqu'on vit au Portugal ou en Espagne, et où la Russie, ça reste quand même très très loin, et à ma connaissance, mais corrigez-moi si jamais je connais pas assez bien mon histoire portugaise, à ma connaissance, le Portugal n'a jamais été envahi par la Russie, donc forcément, on n'a pas la même histoire, pas la même vision des choses. Donc la manière dont on travaille ensemble, c'est vraiment déjà d'être dans cet esprit de compromis, et donc ça veut dire que moi, je passe du temps à écouter. Pas simplement écouter pour contredire, écouter pour comprendre. Pourquoi est-ce que cette personne me dit ça? Et tiens, elle utilise tel mot, en polonais ou en anglais, parce qu'on négocie dans différentes langues. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle utilise tel mot? Déjà aussi pour vérifier qu'on se comprend bien, que derrière chaque mot, on met bien la même chose, la même réalité. Par exemple, quand il y a des gens qui me disent « énergie renouvelable », et que j'ai un peu le temps, je leur demande « ok, mais lesquelles ?» Parce que l'éolien terrestre, l'éolien en mer, les panneaux photovoltaïques, la géothermie, l'hydraulique, l'énergie osmotique, toutes ces énergies renouvelables-là, la biomasse aussi, c'est des énergies très différentes les unes des autres, qui n'ont pas le même intérêt en fonction de là où on est, qui n'ont pas le même usage, pas les mêmes effets positifs, négatifs sur l'environnement, pas le même coût économique, etc., etc. Donc on va rentrer dans le détail et on va chercher à se baser sur les faits. À défaut de pouvoir se mettre d'accord sur les valeurs avec la droite ultra-conservatrice polonaise, on peut au moins essayer de se mettre d'accord sur les faits. Comment fonctionne notre système énergétique aujourd'hui? Comment est-ce qu'il est interconnecté? Quelles sont les unités de production? Quels sont les besoins de consommation? Quelles sont les technologies qui sont disponibles aujourd'hui en l'état actuel des connaissances scientifiques et des déploiements industriels. Et donc pas plus tard qu'aujourd'hui, on est le mercredi 25 juin dans l'après-midi, et ce matin,
on a voté au Parlement européen un rapport sur la sécurité énergétique. Moi, j'étais le chef de file des sociodémocrates européens sur ce rapport-là. Et ce rapport-là, il a été adopté avec 75% des voix. L'extrême droite a voté contre, bien évidemment, parce qu'eux, ils sont pro-Poutine. Mais on a eu 5 groupes politiques qui ont voté en faveur de ce texte. Et donc, ces 5 groupes politiques, ils avaient 5 chefs de file. Alors, le plus à gauche, c'était moi, du coup, en tant que sociodémocrate. Juste à côté, il y a les Verts. Donc, au Parlement européen, les Verts sont plus au centre que mon groupe politique des sociodémocrates. Et les Verts européens étaient menés par Jutta Paulus, qui est une députée européenne, verte, allemande, qui n'a pas la même vision que moi sur le nucléaire, mais avec qui je partage énormément sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables, et aussi sur une vision pro-européenne. Donc on a pu très bien travailler ensemble. Il y avait aussi le chef de file des centristes, Ivan Verhofstadt, qui est un Belge francophone, qui est par ailleurs un type hyper sympa. Et ça aide de travailler avec des gens sympas, hein, ça faut pas se mentir. Et Yvan, en fait, les Belges francophones, honnêtement, en France, je ne sais pas où est-ce qu'il serait politiquement, mais il ne serait pas forcément très très loin de nous, ces centristes-là. Yvan, il a complètement compris l'importance de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Il a aussi très très bien compris l'importance de la menace russe, donc on a aussi très bien travaillé ensemble. La 4e famille politique avec qui j'ai bien travaillé sur ça, c'est la droite européenne. Parce que autant il y a des gens dans la droite française qui veulent détruire les renouvelables, autant la droite espagnole, donc là qui était représentée par une députée européenne qui s'appelle Pilar del Castillo, était tout à fait d'accord pour soutenir les énergies renouvelables, et ce texte, notre texte sur la sécurité énergétique, reprend énormément des amendements que moi j'ai proposés et que nous, sociodémocrates, avons proposés pour défendre l'importance des énergies renouvelables pour reconquérir notre souveraineté énergétique. Et cette alliance-là, je vous ai donné les 4 groupes, il y en a un 5e, et c'était pas forcément gagné d'avance, mais ce 5e groupe, c'est un groupe qui s'appelle ECR, et là, en l'occurrence, c'est vraiment la droite ultra-conservatrice polonaise, avec qui j'ai négocié. Et donc, c'est l'ancienne première ministre polonaise qui s'appelle Beata Szydło, qui est une personne avec qui j'ai vraiment de très profonds désaccords sur plein de sujets. Clairement, on n'a pas parlé droits des femmes, ça aurait mené à rien. Il y aurait eu une incapacité complète à trouver un accord sur des sujets comme ça, puisque on est trop éloigné, quoi. Mais on a réussi à trouver un point commun, et c'est que la droite ultra-conservatrice polonaise, avec qui j'ai plein de désaccords, ce sont des vrais patriotes polonais. Et ils ont très bien compris que tant que la Pologne et l'Europe dépendront du gaz russe, l'intérêt de la Pologne sera menacé. Puisque acheter du gaz russe, c'est financer Vladimir Poutine, qui veut envahir les démocraties européennes. Il continue à envahir l'Ukraine, et il aimerait bien envahir l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et aussi la Pologne. Et donc du coup, comment est-ce qu'on trouve des accords ? On démarre par trouver un point commun à partir duquel on peut construire des choses. Et donc ce point commun entre l'ancienne première ministre polonaise Beata Szydło et moi et tous les autres qu'il y avait entre nous, c'était une compréhension aiguë de la menace que Vladimir Poutine fait peser sur nos nations européennes, et que si on veut être capable de résister à la menace russe, à la menace de Vladimir Poutine, il faut faire plein de choses, notamment dans le domaine de la défense, dans le domaine de la liberté des médias, etc. Il faut aussi qu'on arrête d'importer des énergies russes et qu'on soit capable de produire de l'énergie chez nous. Donc on a négocié pendant des mois, on a trouvé un accord, je suis vraiment très content. Je ne suis pas fan de l'intégralité et de 100% des mots. Si je l'avais écrit tout seul, le texte serait pas exactement pareil, mais c'est comme ça qu'on trouve un accord au niveau du Parlement européen et qu'on réussit à avancer. Donc merci Mathis pour ta question. Ça permet aussi de dire un peu comment ça se passe au Parlement européen et comment on peut avoir une approche plus constructive. Il y a des sujets sur lesquels on a des désaccords et on ne peut pas trouver de compromis, mais heureusement, il y a plein de sujets sur lesquels, malgré nos désaccords politiques ou nationaux, on arrive à trouver des compromis qui vont dans la bonne direction. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer aussi la cloche pour être notifié. Et du coup, on se voit lors de la prochaine vidéo. Ciao!